5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali. Ils viennent de présenter leur lettre de créance au président de la transition. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Niger, du Royaume des Pays-Bas, du Canada, de la République bolivarienne, du Venezuela et du Royaume d'Espagne. Les nouveaux diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leur pays. Direction Russie pour parler du 13e Forum international de l'énergie atomique qui se tiendra du 25 au 26 mars à la station balnéaire de Sochi. Une délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances participera à cet événement. Au menu du séjour, le suivi des engagements pris pour donner une véritable dimension économique aux excellentes relations politiques et militaires qui unissent les deux pays. Et à Bamako, l'opération Sungalo Solidarité 2024 poursuit son petit bonhomme de chemin. La ministre de la Santé et du Développement social a procédé ce mardi au lancement des journées de consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. Mois de Ramadan, mois de forte consommation quand le Ramadan devient une opportunité d'affaires pour certains. Comprenez ici la spéculation des prix des denrées prisées pendant ce mois d'adoration. Une de nos équipes est allée à la rencontre des vendeurs de certains produits comme les céréales et la glace. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités au Mali ont présenté ce matin leur lettre de créance et celle de rappel de leurs prédécesseurs au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Niger, du Royaume des Pays-Bas, du Canada, de la République bolivarienne, du Venezuela et du Royaume d'Espagne. Les nouveaux diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sira Bachili était à Koulouba, suivant son reportage. Consolidation de coopération diversifiée et solidifiée. 5 nations renouent avec le Mali. La première sur la marche à Koulouba ce mardi, la République du Niger avec un nouvel envoyé, Adamou Abdou, 59 ans. Toute sa carrière professionnelle a été consacrée à la diplomatie. Dernièrement, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Niger, il a gravi les échelons au sein du même département comme d'abord chef de section, ensuite de division avant d'être directeur de plusieurs services. Adamou Abdou a servi au Nigeria et au Ghana comme premier conseiller à l'ambassade du Niger. Le diplômé de l'université de Niamey a une maîtrise en droit public. Après avoir présenté ses lettres de créance et celles de rappel de son prédécesseur au président de la transition, colonel Assimi Goïta, il s'est entretenu avec le chef de l'État. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire travaillera à mieux coordonner les activités de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Adamou Abdou est marié et père de 5 enfants. Elle, c'est Kaesilia Theodora Huitger, ambassadrice agréée du Royaume des Pays-Bas auprès de la République du Mali. Le Mali est sa 5e escale après le Qatar, le Burundi, le Ghana et Cuba. La diplomate est nommée pour la 3e fois ambassadrice après avoir été 2 fois adjointe. Elle est dans le rouage des affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas depuis 1996. Kaesilia Theodora a travaillé comme fonctionnaire au Pakistan, au Burkina Faso et en Afghanistan. Elle a également représenté les Pays-Bas au département des Nations Unies au niveau des affaires politiques et juridiques. Elle a en poche un doctorat en administration publique. Les Pays-Bas financent au Mali plusieurs projets pour faciliter l'emploi des jeunes à travers la formation et déjà 2400 jeunes maliens en ont bénéficié. C'est l'ex-haut-commissaire intérimaire du Canada au Nigeria qui représente désormais le Canada au Mali, Nicolas Simard, jeune diplomate avec une 20aine d'années d'expérience en développement et en relations internationales. Il a été ambassadeur de 2017 à 2020 au Congo-Brazzaville et chargé d'affaires en République de Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. À l'administration centrale, il a travaillé sur les politiques d'aide aux États, la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les pays en développement et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne.
Depuis 2004, il s'est joint à l'Agence canadienne de développement international. Nicolas Simard est l'auteur principal du cadre stratégique international pour la promotion de la diversité culturelle et des droits de la personne. Coopération revue après présentation des lettres de créance avec un entretien avec le chef de l'État. Partenaire de longue date du Mali, le Canada s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants avec des programmes de développement. Il quitte la Suisse pour le Mali. Le natif de Caracas, Elio Francisco Colmares Goyo, est le nouvel ambassadeur agréé de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Depuis 2021, il était ambassadeur suppléant à la mission permanente du Venezuela auprès des Nations Unies à Genève en Suisse. Ce fonctionnaire chevronné du haut de ses 66 ans a mis son expérience au service de son pays en occupant 3 portefeuilles ministériels différents, les départements du travail, de l'industrie et de la planification, avant d'occuper 4 directions générales. Membre du Conseil supérieur du travail, il a été secrétaire de la commission présidentielle pour la rédaction de la loi organique sur le travail et les travailleurs promulguée en 2012. Le spécialiste en administration publique a ajouté 2 casquettes à celle de l'administrateur qu'il est, la formation en mathématiques et en ingénierie des systèmes. Il a expérimenté la diplomatie pendant 6 ans au sein d'organisations internationales comme délégué principal de la représentation de la République bolivarienne à l'OIT. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Venezuela. C'est un juriste qui boucle la série, l'Espagnol Antonio Guillén Hidalgo, l'envoyé du Royaume d'Espagne au Mali, 61 ans. Le diplomate a fait ses premiers pas au ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération comme conseiller technique et sous-directeur. Il a par la suite servi dans les missions diplomatiques de son pays à l'étranger. L'ancien premier conseiller à l'ambassade d'Espagne à Kaboul a été également premier secrétaire à Beyrouth et à Bangkok. Il est membre de la carrière diplomatique espagnole depuis 2002. Après la présentation de ses lettres de créance qu'il accrédite au Mali et celle de rappel de son prédécesseur, il a eu droit à un échange avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur le raffermissement des liens de coopération entre la République du Mali et le Royaume d'Espagne. Et le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga poursuit sa série de rencontres avec les partis politiques. Hier lundi, le chef du gouvernement a rencontré plusieurs responsables de partis et de regroupements de partis politiques. Les échanges ont porté sur la trajectoire de la transition et sur d'autres sujets de la vie publique de notre pays. Les détails avec Alocéine Touré. C'est devant un parterre d'hommes politiques très attentifs que le Premier ministre a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Il a évoqué en passant les péripéties liées aux facteurs endogènes et exogènes, autant d'épreuves qui ont pu donner à la classe politique l'impression d'être négligée. Il n'en est rien, indique le chef du gouvernement qui promet désormais contribuer à favoriser un débat politique sain sur le processus en cours. Ayez en tête que tout le monde nous regarde. Toute l'Afrique regarde le Mali. Le monde entier regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit de décevoir. Tout le monde est malien, point à la ligne. Donc je voudrais que la classe politique, quel que soit ce qui nous a opposés par le passé, que vous compreniez que c'était normal. Parce que vous virez à gauche, nous on clignotait à droite. On ne pouvait pas nous trouver. Nous on clignotait là où on ne pouvait pas dire où on va. Maintenant quand sera Yorodola, Apotoro Beado, mais on avait toujours Kidal dans le mur. On est arrivé à la conclusion que l'ensemble des forces internationales que vous voyez, c'est une camisole de force et un sac qu'on a mis sur la tête du Mali. Tout le reste, c'est des variantes. C'était prévu que dans 20-30 ans, le pays se désagrège. Et c'est fini. Parce qu'il y en a qui voulaient refaire les frontières de l'Afrique. Le chef du gouvernement a, à l'issue de son exposé, ouvert la voie à des rencontres restreintes pour échanger sur les préoccupations de la classe politique.
Ma porte vous est largement ouverte, a-t-il lancé à ses hôtes pour ceux d'entre eux qui souhaiteraient approfondir certaines réflexions. Du 25 au 26 mars 2024, la station balnéaire de Sochi en Russie abritera le 13e Forum international de l'énergie atomique. Une délégation malienne de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances participera à cet événement. Alocénie Sanou et 3 autres membres du gouvernement sont arrivés cet après-midi à Moscou. Au menu de ce séjour, le suivi des engagements pris pour donner une véritable dimension économique aux excellents relations politiques et militaires qui unissent les deux pays. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Adama Kamara. Bamako, Moscou, 2 capitales distantes mais désormais très proches. En témoigne la constance depuis un certain temps des échanges de délégations officielles. Un rapprochement voulu par les présidents Assimi Goïta et Vladimir Poutine, fraîchement plébiscité à la tête de son pays. Au lendemain de cette réélection, revoilà donc une délégation malienne de haut niveau dans la capitale russe. Conduite par le ministre de l'économie et des finances avec à ses côtés 3 autres membres du gouvernement, elle est venue donner un coup d'accélérateur à l'ensemble des engagements pris depuis que les 2 chefs d'État ont souhaité hisser les relations économiques au rang des excellentes relations politiques et militaires. À la date d'aujourd'hui, Maliens et Russes œuvrent à la mise en œuvre d'une douzaine de mémorandums d'entente dans des domaines aussi divers que variés. La crise énergétique avec la construction prévue au Mali de centrales solaires et éoliennes, la prospection et l'exploitation minière avec en ligne de mire le lithium et l'uranium qui intéressent particulièrement le partenaire russe, la relance du projet de tramway mais aussi de celui de modernisation du chemin de fer, autant de chantiers sur lesquels les 2 pays avancent sûrement mais à une cadence que le Mali compte bien accélérer. Ces sujets et bien d'autres feront l'objet de rencontres avec les sociétés concernées au rang desquelles le géant russe du nucléaire Rosatom. C'est justement à l'invitation de l'agence russe de l'énergie atomique dont une des filiales, Novavind, est désormais engagée dans la construction de centrales solaires chez nous au Mali que la délégation malienne prendra part les 25 et 26 mars 2024 dans la station balnéaire de Sochi au 13e Forum international de l'énergie atomique. Il s'agit de la plus grande plateforme d'affaires et d'exposition où les dirigeants des grandes entreprises du secteur et les experts échangent sur les objectifs de développement des technologies nucléaires. Un espace où se nouent et se renforcent des partenariats en la matière. Le Mali, il faut le dire, s'est déjà montré intéressé par plusieurs usages civils de l'énergie nucléaire. Cela va de la construction de centrales électriques à l'usage du nucléaire dans des domaines comme la santé ou l'agriculture. C'est dire donc que Atom Expo 2024 ouvre pour notre pays une fenêtre d'opportunité que la délégation de haut niveau, conduite par le ministre de l'économie et des finances, compte bien explorer au bénéfice exclusif du peuple malien. Ici à Bamako, une délégation de l'Union européenne a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Objectif de la rencontre, maintenir le dialogue constant pour relever les multiples défis. L'Union européenne réaffirme sa volonté à œuvrer avec le Mali dans plusieurs domaines pour le bien de la population. Je vous propose d'écouter la représentante spéciale de l'Union européenne pour Pour le Sahel, Emmanuela Del Rey, elle est au micro de Aridjo Matina. Je parle au nom de l'Union européenne pour ce qui concerne les rapports entre l'Union européenne et le Mali. Ma visite est importante parce que l'Union européenne investit beaucoup dans votre pays. L'Union européenne est restée à côté de votre pays toujours, par exemple avec de l'aide humanitaire qui a vraiment aidé la population à surmonter des crises énormes sur le plan humanitaire, mais aussi avec de gros projets de coopération au développement. Alors, rencontrer votre ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très respecté sur le plan global et aussi dans l'Union européenne, a été une occasion importante, je pourrais dire une occasion extraordinaire
pour penser à comment travailler encore ensemble dans le futur pour le bien de la population malienne. Il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, le Mali est sorti de la CEDEAO. Il y a eu beaucoup de décisions prises par votre pays. Il y a encore la transition en cours qui doit arriver à quelques conclusions. Mais malgré les difficultés et la nécessité de se comprendre mieux, on a vraiment la volonté, nous, de l'Union européenne, d'écouter, de comprendre, de trouver les meilleures solutions. Et aujourd'hui, quand j'ai entendu les ministres parler de gratitude vers l'aide de l'Union européenne et on a conclu la réunion en disant que le Mali veut intensifier la relation avec l'Union européenne, la coopération, et nous, bien sûr, sommes prêts à faire ça, c'est une grande satisfaction pour moi, parce que ça, c'est la meilleure chose pour favoriser les populations. Les 13 et 14 mars dernier, une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel a sillonné les 6 communes du district de Bamako. Objectif, recueillir les attentes, les besoins et préoccupations des populations. Il s'agit à présent pour ces acteurs réunis au gouvernorat du district de Bamako de procéder à la synthèse de ces besoins qui seront traduits dans un rapport et mis à la disposition des autorités. Boubacar Bablé-Touré. Après une mission de recueil des attentes, besoins et préoccupations des populations dans les 6 communes du district de Bamako par une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel les 13 et 14 mars dernier, l'heure est à la synthèse. Un exercice constitutionnel qui se veut inclusif dans l'identification des mots qui entravent le développement de la capitale, assorti de propositions concrètes. Le cadre qui nous réunit, empreint d'une dynamique inclusive des forces vives que vous représentez, s'inscrit dans une démarche de réflexion partagée sur la problématique du développement de notre capitale. Nous passerons en revue les grandes réalisations, secteur par secteur, pour la période antérieure 2022-2023, suivi du recensement des propositions de nouveaux besoins émanant de nos laborieuses populations. À l'issue de la rencontre, un rapport annuel sera élaboré qui prendra en compte les préoccupations et propositions dans les secteurs comme l'assainissement, l'eau et l'énergie, la santé. Il s'agit, à travers une démarche participative, donc démocratique, de contribuer aux côtés de l'exécutif à la résolution des problèmes de vos concitoyens. L'une de nos insuffisances majeures était l'absence d'un mécanisme de suivi de nos rapports et avis émis. Cela appartient désormais au passé avec la nouvelle Constitution. Mieux, le vocable recueil est aussi remplacé par les rapports, toute chose qui garantit une prise en charge diligente de nos recommandations. Ce rapport qui sera mis à la disposition de l'État servira de boussole pour résoudre les problèmes des citoyens. Prestation de serment ce matin à la Cour d'appel de Bamako. Il concerne 114 auditeurs de justice. Parmi eux, 80 sont des auditeurs de l'ordre judiciaire, 20 de l'ordre administratif et les 14 autres sont des auditeurs de l'ordre militaire. Tous les intervenants ont demandé aux auditeurs d'observer les valeurs de loyauté et d'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions au moment où la justice a besoin de renouveau. Auparavant, les auditeurs, sous la conduite de la Direction générale de l'Institut national de formation judiciaire, Maître Demba Diallo, avaient rendu une visite de courtoisie au président de la Cour suprême qui leur a rappelé la portée du serment. Et le Premier ministre a partagé hier une rupture de jeûne avec la presse. Occasion pour lui de rendre hommage à ce 4e pouvoir pour son rôle dans la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la démocratie. La presse, a-t-il dit, est un acteur incontournable dans la vie et le développement de toute nation. Le chef du gouvernement a demandé à ses invités de continuer à aider la transition à travers des conseils ou des critiques, de manière à l'aider à avancer vers l'idéal commun.
Le ministre de la Santé et du Développement social a procédé ce mardi au lancement des journées de consultation gratuite du diabète et de l'hypertension artérielle. L'initiative s'inscrit dans le cadre de Sunkalo Solidarité 2024. Sokona Kamisoko. Prise de sang, vérification de la tension artérielle, du poids et mesure de la taille, le ministre-colonel Assa Badjalou Touré de la Santé et le commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali donnent ainsi le ton à ces journées de consultation gratuite. Consultation qui porte sur le diabète et l'hypertension artérielle dans le district de Bamako. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité 2024 a été saluée par la population bénéficiaire. Je remercie le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour ce geste humanitaire. Je suis connu diabétique. Chaque fois que je pars pour mes consultations, je débourse la somme de 5 000 francs CFA. Vous voyez ce que ça fait. Vraiment, nous vous disons merci. Que la paix et la stabilité règnent au Mali. À travers ce geste, le président de la transition contribue à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, eu égard au caractère intolérable de ces maladies bénignes. Le gouvernement du Mali, sous la vision éclairée du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, cette opération a été initiée couvrant l'ensemble du territoire national. Le diabète et l'hypertension artérielle sont deux conditions de santé si souvent sous-estimées, mais représentant des défis majeurs pour notre société contemporaine. Ces maladies sont souvent évitables, ou du moins leurs effets peuvent être considérablement atténués par une détection précoce et une gestion efficace. C'est pourquoi je vous exhorte tous aujourd'hui à prendre conscience de l'importance du dépistage précoce. Le dépistage de masse du diabète et de l'hypertension artérielle est un outil puissant dans notre arsenal de lutte contre les maladies. L'opération ainsi lancée devra toucher un nombre important de nécessiteux dans les districts de Bamako. Comme quoi, Sunkalo Solidarité est un concept aux vertus immenses destiné à soulager les plus démunis. Le président de la transition étend ses œuvres sociales dans l'espace scolaire. Les écoles fondamentales Gaussou Dabo de Dar Salam et celles de Nyomiri-Mboukou ont été dotées d'adduction d'eau. Ces réalisations répondent aux besoins cruciaux d'eau potable dans ces établissements. Les enfants ont manifesté leur joie au chef de l'État, chacun à sa manière. Le reportage de Awa Ditma Kamara. Nous sommes dans la cour de l'école fondamentale Gaussou Dabo, deuxième cycle de Dar Salam. L'atmosphère est bon enfant. Des élèves chuchotent entre eux, d'autres échangent sur l'événement spécial que l'école abrite. Ils se tiennent en rangée bien ordonnée, leur visage rayonnant d'enthousiasme. Ils attendent avec impatience le début de la cérémonie d'inauguration du nouveau forage offert par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Dès que les premières gouttes d'eau jaillissent du château d'eau, les enfants laissent éclater leur joie spontanément. La scène est inexplicable. L'inauguration du forage est un événement significatif qui souligne l'importance accordée à l'accès à l'eau potable dans le monde scolaire. Ce geste permet d'étancher la soif de plus de 1000 élèves et 50 enseignants regroupés en 4 groupes scolaires. Permettez-nous de saluer cette bonne œuvre de notre très cher président, chef de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui mérite d'être imité et pérennisé dans le temps. Monsieur le Président, le don que vous nous avez fait, ça a été une grande aide pour notre école. Ce forage sera d'une très grande utilité. Cette action du président de la transition rallonge la liste de ses réalisations en faveur du secteur de l'éducation. La cérémonie du jour revêt donc une importance toute particulière car elle touche directement les bénéficiaires. Le forage que nous sommes venus inaugurer ce matin participe de l'appui du chef de l'État à l'atteinte des objectifs de la politique sectorielle du ministère de l'Éducation nationale en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. C'est-à-dire amener d'ici à 2025 80% des écoles du Mali à disposer du paquet minimum en hygiène et en assainissement, connu sous l'acronyme de WASH.
Après Dar Salam, direction Nyomi-Rambougou, située en commune 3 du district de Bamako. L'école Nyomi est aussi confrontée à l'accès à l'eau potable et d'infrastructures éducatives. L'eau étant source de vie, les tout-petits ont donc toutes les raisons d'être fiers des envoyés du président de la transition. Nous, les élèves de Nyomi AB3, remercions infiniment Tonton Assimi Goïta, le président de la transition, pour son appui en eau, qui va améliorer le rendement scolaire. Merci pour tout, monsieur le président de la transition. En investissant dans les secteurs vitaux, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, démontre sa volonté de promouvoir le développement durable et le bien-être de tous les citoyens. Le président de la transition s'est donné comme objectif la sécurisation et la mise en condition des élèves maliens, des enfants maliens en général et des élèves en particulier. C'est dans ce cadre-là qu'il a mis en place une politique de forage dans les écoles. On est aujourd'hui au 313e et 314e. La majorité, c'est dans les écoles. Son souci est que ces élèves-là étudient dans de bonnes conditions. Le président de la transition l'a dit, les œuvres sociales vont s'intensifier et se diversifier. On aura d'autres écoles, d'autres forages à inaugurer, Inch'Allah. Assimi, Dans la région de Ségou, les marchés sont suffisamment fournis en denrées de première nécessité et à des prix abordables. C'est le constat fait par le gouverneur accompagné par des acteurs du commerce et de la consommation de la 4e région. L'équipe de supervision a visité certaines boutiques et magasins de stockage de Ségou. Fousseni Samake. Cette supervision a permis au gouverneur de la région de Ségou, accompagné par les acteurs du commerce, de la consommation et de la concurrence, de s'enquérir de l'état d'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité et le respect des prix plafonds fixés par le gouvernement. Le visiteur s'est dit rassuré par rapport à la disponibilité de ces produits. Les impressions sont tout à fait bonnes quant à l'approvisionnement correct du marché et quant au respect aussi des prix. Nous avons constaté que de part et d'autre, vraiment, nous avons des raisons d'être satisfaits. C'est quand les populations souffrent moins, je crois que nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela, du ministère de l'Industrie et du Commerce jusqu'aux directions régionales, en passant par les opérateurs économiques, pour que nous puissions tenir un mois de carême serein pour tout le monde. Il y en a assez. Nous allons tout faire pour maintenir ces prix. Ségou ne manquera pas cette occasion pour le bonheur des populations. Une brigade régionale s'attelle à contrôler les prix de ces denrées selon les représentants de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Je vous rassure aussi qu'après la visite, le contrôle va continuer. Mais je rappelle à la population de nous aider. Au cas où les gens remarquent des opérations inopportunes, qu'ils nous appellent parce que c'est une opération qui concerne tout le monde. Cette initiative s'inscrit dans la politique de l'accès des populations aux denrées de première nécessité à des prix abordables. Et dans le même registre, le Ramadan, mois d'adoration, mais aussi de forte consommation. Malheureusement, le Ramadan devient une opportunité d'affaires pour certains commerçants à travers la spéculation des prix des denrées prisées par les jeûneurs. Une de nos équipes dirigée par Tchemoko Kodate est allée à la rencontre des vendeurs de certains produits comme les céréales et la glace. Suivons. Minamba Traoré est vendeur de céréales au marché de Wolofabogo en commune 3 du district de Bamako. Comme bien d'autres acteurs du domaine, ce sexagénaire a vu augmenter ses chiffres d'affaires en ces mois bénis de Ramadan. C'est là grâce à la grande ferveur des consommateurs pour ces denrées alimentaires. Nous vendions les kilogrammes de petits mil entre 300 et 325 francs CFA. Nous avons constaté que chaque semaine, il y a une augmentation. Le kilo est cédé entre 350 et 400 francs CFA. À la question de savoir les raisons qui sous-tendent cette augmentation des prix, notre interlocuteur pointe un doigt accusateur sur ses sources d'approvisionnement, une pesanteur pour les consommateurs. Selon les érudits, les mois de Ramadan est synonyme d'entraide et de baisse des prix. Mais nous constatons que c'est tout le contraire. Certains commerçants s'approvisionnent un peu tôt pour vendre plus cher.
parce qu'ils savent que le besoin se fait sentir. Autre produit massivement sollicité en ces mois bénis de Ramadan, la glace. Certaines unités industrielles spécialisées parviennent à maintenir le cap en matière de production. À titre d'exemple, nous sommes au sein d'une unité où le paquet faisant 4,5 kg est cédé à 500 francs CFA. On n'a que 5 heures de temps pour produire avec l'électricité. La plupart du temps, nous-mêmes, on met du gasoil au niveau des groupes électrogènes pour pouvoir produire. Malgré cette perte, on a maintenu le prix à 500. Mais avec la pénurie, c'est les coxers et d'autres gens qui viennent prendre la glace et ils vont augmenter le prix. C'est le cas d'une vendeuse que nous avons rencontrée sur notre chemin. Réticente au départ, la vieille dame a fini par céder à notre insistance, tout en restant laconique dans ses propos, car s'approvisionnant entre 500 et 750 francs CFA pour revendre la barre à 2000 francs CFA, voire plus. En plus de la cherté de la glace, le produit reste difficile d'accès. Pourtant, sans la glace, la conservation du poisson n'est pas facile. C'est la sous-traitance couplée à la pénurie qui explique la cherté. Ce sont les revendeurs qui augmentent les prix. Les Maliens n'aiment que la cherté. Je leur demande de cesser, à défaut que les autorités prennent des mesures contre ces pratiques. Entre autres réactions qui illustrent à suffisance les désagréments que cause la surenchère aux consommateurs, dans un pays où la majorité de la population se réclame musulmane. Parlons à présent de la couleur du temps pendant ce mois béni. Cette année, tout comme l'année dernière d'ailleurs, le Ramadan tombe sur la période de forte chaleur au Mali avec des températures maximales qui avoisinent les 45 degrés Celsius par endroit. Et bien, puisque ce mois béni va continuer à rimer avec la chaleur, nous sommes donc allés voir les prévisionnistes de Mali Météo pour vous aider à passer ce moment sans grand souci. Reportage de Abibatou, Dite Koyanjakite et Aruna Diarra. Carême, c'est un mois sacré pour les musulmans. Moi, en tant que musulman, même si le soleil c'est jusqu'à 60 degrés, moi je veux continuer à gérer. Cela s'appelle avoir de la foi. Car même si nous sommes loin de 60 degrés Celsius, enfin si on s'en tient aux prévisions de Mali Météo pour ce 19 mars, notre équipe de reportage qui était sur le terrain peut témoigner qu'à midi, le soleil était brûlant avec un ciel très dégagé. Explication. Parce qu'il n'y a pas de couverture nuageuse, il n'y a pas de nuages pour atténuer un peu les rayonnements solaires. Donc à la matière aussi, nous avons le coefficient de rayonnement le plus élevé au monde, à travers le coefficient appelé albédo. Le 11 mars dernier, premier jour du mois de Ramadan, le mercure affichait comme maximum 42 degrés pour Kaï et 36 pour Taoudéni. De cette date à ce jour, les températures n'ont pas beaucoup évolué. Qu'en sera-t-il pour les jours à venir, ou du moins jusqu'à la fin de ce mois béni? Bientôt, nous allons atteindre la période la plus chaude du Mali. Déjà, nous sommes dedans pratiquement, à savoir le mois de mars et le mois d'avril. Et quand nous serons au mois d'avril, les températures vont grimper encore, donc jusqu'à atteindre le record des records. Nous avons frôlé les 44 degrés. Donc la tendance est à la hausse, voilà, 45, pourquoi pas, même 46. Et puis ça c'est à l'ombre. Avec des minimales de 18 degrés Celsius et des maximales de moins de 36 degrés, on pourrait croire que les populations du Nord bénéficient de la grâce divine. Vous savez, nous sommes un grand pays, le Mali est très vaste par sa superficie et les descentes froides venant des pays tempérés et qui font réduire considérablement les températures. Donc au niveau du Nord, tandis que le Sud reste vraiment chaud. Et nous allons finir sur ces conseils à observer même après le Ramadan, donc pour toute la période de forte chaleur, à commencer par donner de l'eau aux tout-petits et aux personnes âgées. Au-delà de midi, éviter les mouvements, voilà, donc chercher à être un bon abri, un endroit où il y a un peu de fraîcheur. Et ensuite, de boire suffisamment d'eau, surtout avant de faire le jeûne. Voilà. Et parce que quand vous arrivez à boire assez d'eau, le jeûne ne va pas vous fatiguer. Voilà. Donc, et après, il y a une récompense après la rupture. Voilà. Donc, vous arrivez à rattraper la perte d'eau au niveau de l'organisme.
Pour une meilleure gestion de la période de délestage, EDM SA a mis un plan de fourniture d'électricité à travers une plateforme pour mieux informer ses clients. Cette plateforme permet de savoir les horaires de fourniture en électricité dans les différents quartiers du district de Bamako et environ. Le programme de fourniture est disponible sur le site web www.edm-sa.ml et sur les smartphones. Pour plus de précision, écoutons Mahamoudou Diallo, chef du département conduite du système distribution de EDM-SA. Il est au micro de Mamadou Fane. EDM-SA, dans le but de répondre aux sollicitations de sa clientèle, a mis à disposition un plan de fourniture de l'électricité depuis le début du Ramadan. Dans le souci de l'amélioration continue et dans le but de rendre plus lisible ce programme diffusé, EDM a mis en place sur son site web et sur une application mobile un lien pour accéder aux 10 programmes. Ce sera une interface plus interactive sur laquelle le client peut taper le nom de son quartier, lancer une recherche et avoir accès aux différents programmes des lignes qui traversent son quartier. Ces lignes seront séparées par des mentions ligne 1, ligne 2, ligne 3. Et par la suite, ces mentions ligne 1, ligne 2, ligne 3 seront remplacées par des sites remarquables de cette ligne-là pour pouvoir différencier les programmes du même quartier. Pour accéder à ce site internet-là, il faut ouvrir un navigateur internet et taper dessus www.edmsa.ml. Sur la page qui s'affiche, il y a un onglet programme de délestage sur lequel il faut cliquer. Sur la page qui s'affiche, on peut maintenant mentionner le nom du quartier, la date souhaitée et lancer la recherche. Pour ceux qui sont plus familiers avec le téléphone, une application mobile EDM-SA est disponible sur la Play Store pour les utilisateurs Android et sur l'App Store pour les utilisateurs iPhone. Les FAMA viennent de porter un coup dur aux terroristes. Les vecteurs aériens ont détruit une importante base logistique des ennemis située vers la sortie nord-est de la localité de Zouéra, à 91 km au nord-ouest de Tombouctou. On en sait plus sur cette frappe avec Abdoulaye Sakou. Lundi 18 mars 2024, il est 22h24 et dans précisément 60 secondes, les terroristes vont subir l'une des plus grosses pertes de cette année. Mais pour l'instant, ils ne se rendent compte de rien. Depuis un certain temps, les vecteurs aériens ont repéré des mouvements suspects dans la partie nord-est du lac Fagibine. Les surveillances ont permis de découvrir un important dépôt de logistique vers la sortie nord-est de la localité de Zouéra, à 91 km au nord-ouest de Tombouctou. C'était là où tous les groupes armés terroristes venus du nord transitaient pour se ravitailler afin d'attaquer les positions FAMA dans l'ouest du pays. À 22h25, la foudre des FAMA s'abat sur la base logistique des ennemis, détruisant plus de 400 fûts de carburant, 3 camions chargés de carburant et 4 pick-up et leurs occupants. C'était la belle riposte préparée depuis longtemps pour répondre aux multiples attaques contre la zone aéroportière de Tombouctou. Œil pour œil, dent pour dent, les opérations se poursuivent. À Bamako, la réunion du bilan 2023 et de programmation 2024 de la Direction générale des eaux et forêts s'est ouverte ce mardi. Durant 2 jours, les acteurs du monde forestier vont examiner l'état de mise en œuvre des recommandations, l'état d'exécution du programme d'activité, le rapport de la campagne de reboisement 2023, entre autres. Agibou Koulibaly. Cette réunion annuelle sur la gestion des ressources forestières et fauniques au Mali a pour objectif principal de dresser le bilan de l'année précédente et de définir les perspectives de la Direction générale des eaux et forêts pour l'année à venir. En 2023, il faut dire d'abord que nous avons été beaucoup soutenus d'ailleurs par les plus hautes autorités.
Il y a eu la création de la Direction générale des eaux et forêts. Il y a eu la dotation du service en moyens roulants, moyens informatiques, matériel de bureau. Il y a eu la formation des élèves ici au centre de formation pratique forestière et colonel Jean-Djiki Keita de Tabakoro. Il y a eu aussi des missions de lutte contre les agressions. Les agressions, par exemple, le cas de Kekoro, tout le monde est au courant. C'est une lutte implacable qui est vraiment engagée pour lutter contre toutes les agressions de nos domaines forestiers et fauniques. Le ministre en charge de l'environnement a souligné l'urgence d'agir face aux défis environnementaux majeurs auxquels le Mali est confronté. En 2024, nous voulons aller beaucoup plus loin et mettre nos activités sous le sceau de la lutte contre les agressions de toute nature, de l'occupation illégale des forêts classées par différents exploitants agricoles ou d'autres types d'exploitation, telles que l'exploitation illégale du bois ou la chasse illégale aussi, ainsi que le dragage des cours d'eau. Malgré ces réalisations, des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de ces activités. Nous allons travailler de concert avec nos homologues des autres ministères pour vraiment que nous puissions créer une synergie d'ensemble pour fédérer les différentes énergies pour lutter contre ces phénomènes qui aujourd'hui atteint un point culminant. Et le ministre Samaké de rappeler qu'il est essentiel de continuer à renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes et de mobiliser les ressources nécessaires pour assurer une gestion durable des ressources forestières et fauniques au Mali. Visite de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel au Centre régional de recherche de l'ICRISAT. Cette visite a permis à la représentante de s'enquérir des résultats engagés. Plus de détails avec Ibrahim Kaoukounate et Alou Bekone. Améliorer la productivité des cultures et la résilience au climat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tels sont les objectifs du projet UE-APSAN au Mali. L'objectif de cette visite ici, de visiter ce projet pour comprendre mieux comment est organisé et les grands résultats qu'il a obtenus, est de pouvoir obtenir des informations pour passer des messages à l'Europe, parce que l'Europe a beaucoup investi dans ce projet et je pense que c'est bien que les gens savent que vraiment un projet comme ça peut changer les choses. Mon attention, c'est la compétence, bien sûr, et la possibilité de pouvoir avoir un impact sur les communautés locales. Emmanuela Deléré et sa délégation ont visité les champs d'expérimentation du sorgho, le laboratoire de pathologie végétale et le centre de traitement des semences. Master students and also several interns. Présentement, l'Union européenne appuie un projet au niveau de l'ICRISAT qu'on appelle APSAN. Et ce projet a 4 composantes principales. Augmenter la productivité des cultures du Sahel, donc du Mali. C'est renforcer la capacité de génération de ressources au niveau des femmes, généralement, à travers la transformation. C'est renforcer le système national, les différents programmes de recherche au niveau du Mali. Et la 4e composante, c'est renforcer les capacités individuelles, que ce soit au niveau des étudiants ou même des producteurs. Ce projet couvre 4 régions qui sont Kaye, Ségou, Koulikoro, Sikasso. Sa cible, les exploitants agricoles et les producteurs de sorgho, mil, arachide et le niébé au Mali. Le budget prévisionnel de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté pour 2024 est de 1,4 milliard de francs CFA. Il doit permettre de mener des études relatives au secteur de l'artisanat et de l'exploitation artisanale de l'or. Ces informations ont été révélées à l'ouverture de la 18e session ordinaire de l'Observatoire. Batraoré. À l'ODHD, Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté,
L'année 2023 a été marquée par la réalisation de plusieurs études. Il s'agit entre autres de l'étude sur le poids économique et social du secteur de l'artisanat et celle relative à l'impact des filets sociaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Près de 600 millions de francs CFA ont été utilisés pour la réalisation de ces différentes activités exécutées selon le directeur général de la structure qui a de nouvelles ambitions pour l'exercice en cours. Par rapport au programme de travail 2024, nous avons inscrit un peu la réalisation du profil socio-économique dans l'ensemble des 819 communes du Mali. Donc, ces informations seront couplées aux données du recensement général de la population et de l'habitat. Ça, c'est la grosse activité que nous allons mener au courant de 2024. Aussi, nous allons aussi faire une étude sur la production artisanale de l'or au Mali et voir son impact sur le développement. Mais cette étude, on va le faire en collaboration avec la cellule de planification et de statistiques du secteur mine et énergie. Notre budget prévisionnel pour l'année 2024 s'élève à 1,498 millions. Cette 18e session devra fixer les nouvelles orientations permettant à l'Observatoire de jouer pleinement sa mission d'étude et de recherche dans le domaine du développement durable. Il me plaît de signaler que l'ODHD joue un rôle important dans le processus d'appui au suivi et évaluation du CRED et des objectifs de développement durable à travers les différentes contributions faites au niveau de son objectif opérationnel 1, qui est l'appui aux politiques et stratégies économiques. Cet appui se poursuivra dans le processus d'élaboration du nouveau cadre stratégique pour la relance économique et de développement durable CRED et la vision prospective du Mali 2063. L'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté est un établissement public à caractère scientifique et technologique créé en 2002. Autre session, le bilan annuel des activités 2023, le plan de passation des marchés 2024, le plan d'action et l'avant-projet du budget 2024 chiffré à près de 400 millions de francs CFA. C'est sur ces sujets que les membres du conseil d'administration de l'agence de développement régional de Ségou ont échangé jeudi dernier. Fousseni Samake. L'agence de développement régional de Ségou a réalisé son plan d'action 2023 à hauteur de 60%. Cette information a été partagée au cours de la 9e session du conseil d'administration de la structure. Les membres ont également planché sur les rapports d'activité 2023, le plan de passation des marchés, le programme et le budget 2024. Ce budget est chiffré à 388 770 000 francs CFA. Notre agence a pu vraiment appuyer les collectivités de façon technique et on a pu aussi mobiliser des ressources pour accompagner les collectivités. La réalisation de l'éclairage public de Sakoiba, restauration de la forêt de Fanzana et puis la valorisation des déchets contrôlés de la décharge de Ségou. En 2024, nous avons des perspectives dans la mise en œuvre de leur plan d'action. Les actions menées par l'ADR, qui est un outil efficace pour la réussite de la décentralisation, sont appréciées par les populations bénéficiaires. À Ségou, toutes les communes, tous les faits conseils de cercle et le conseil régional ont été appuyés techniquement. Ça a créé une certaine confiance entre les partenaires au développement, autres que l'État, pour accepter de financer des actions de développement dans la région. Notons que l'ADR a pour mission essentielle l'accompagnement des collectivités locales dans la planification et la réalisation des activités de développement, la mobilisation des ressources et la construction des infrastructures au service des populations. Un mot de lecture pour refermer ce journal. Paix et cohésion sociale, anthologie des lycéens, un ouvrage collectif écrit par les élèves à la suite d'ateliers d'écriture organisés dans 10 lycées de Bamako en 2023. Également disponible dans vos kiosques, le livre « Le prof de Kata », c'est l'intitulé de cette œuvre dramaturgique de Nikiri Innocent Diarra, juriste. Dans les 139 pages de cette pièce de théâtre, l'auteur aborde des thématiques liées à l'éducation, la corruption et la situation politique ouest-africaine. Des œuvres littéraires à lire absolument. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée.